Un labo d'histoire avait lieu vendredi 24 septembre 2021 au Théâtre Garonne dans le cadre du nouveau volet du festival L'Histoire à venir du 23 au 25 septembre 2021. Ce débat intitulé « Le sensible incarné, de l'histoire du corps à celle des sensibilités » était animé par Guillaume Debat et réunissait 3 historiens et historiennes des époques modernes et contemporaines. Naïma Hanafi, spécialiste de l'histoire des pratiques épistolaires et du récit de soi, Delphine Peretti-Courtis, dont les études sont axées sur la construction des stéréotypes raciaux et sexuels sur les corps noirs dans la littérature médicale de la fin du XVIIIe jusqu'au XXe siècle, et Hervé Mazurel, historien des sensibilités à l'époque contemporaine. Bonne écoute. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette soirée du festival Histoire à venir. Une soirée autour du thème donc, du sensible incarné, histoire des sensibilités et histoire des corps. Une soirée en compagnie de 3 historiens et historiennes qui nous font le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce soir et que je vais sans plus tarder vous présenter. Naïma Hanafi, bonsoir. Vous êtes historienne moderniste et contemporanéiste à l'université d'Angers, et vos recherches portent sur l'histoire des pratiques épistolaires, sur les récits de soi, mais aussi sur la place des femmes et les études de genre. À ce titre, vous avez publié récemment L'arnaque à la nigériane, spam, rapports postcoloniaux et banditisme social aux éditions Anacarsis en 2020, mais aussi en 2017 aux presses universitaires de Rennes, Le frisson et le baume, expérience féminine du corps au siècle des Lumières. Donc merci beaucoup pour être avec nous ce soir. Delphine Peretti-Courtis, bonsoir aussi. Vous êtes historienne contemporanéiste à l'université d'Aix-Marseille, où vous étudiez la construction des stéréotypes raciaux sexuels sur les corps noirs dans la littérature médicale de la fin du XVIIIe au XXe siècle. Et ainsi, vous avez notamment publié en 2021 aux éditions La Découverte, Corps noirs et médecins blancs, la fabrique du préjugé racial, 19e-20e siècle. À vous aussi, merci de votre présence ce soir. Troisième de nos invités du soir, Hervé Mazurel, bonsoir. Vous êtes historien des sensibilités à l'époque contemporaine à l'Université de Bourgogne. Vos travaux portent sur les imaginaires et les corps, la psychologie et l'intime. Et de ce fait, vous avez publié en 2020 Caspar l'Obscur ou l'Enfant de la nuit, essai d'histoire abyssale et d'anthropologie sensible. Et en 2021, L'inconscient ou l'oubli de l'histoire, profondeur, métamorphose et révolution de la vie affective, dans les 2 cas aux éditions La Découverte. Alors, cette rencontre sera articulée dans 2 temps, un temps d'échange et de discussion entre nos invités pour une durée d'à peu près 1h10, de façon à accorder au moins 20 minutes, et c'est le second temps de notre soirée, à vos questions, parmi le public et l'audience. Alors, avant de laisser la parole à nos invités, quelques mots d'introduction pour cette soirée, très brièvement, je vous promets. Lorsqu'on mentionne l'histoire des sensibilités, émerge souvent un nom très connu d'historien, Alain Corbin, et qui s'est depuis longtemps intéressé, entre autres questions, à cette question des sensibilités. Mais l'histoire des sensibilités était déjà évoquée dans un célèbre article en 1941 par Lucien Febvre, à travers son appel à tenter de reconstituer ce qu'il appelait la vie affective d'autrefois, une expression d'ailleurs, la vie affective, qui est présente dans le titre de l'ouvrage d'Hervé Mazurel. Alors si histoire des émotions, histoire des sensibilités ou encore histoire des sentiments ne se recoupent peut-être pas totalement en termes de définition, il faut souligner que toutes ces questions autour de la sensibilité intéressent les historiens et les historiennes et sont au cœur de très nombreux travaux, particulièrement, il est vrai, depuis les années 90, pour être un petit peu schématique. Je pense notamment au miasme et à la jonquille d'Alain Corbin, paru en 1982, ou encore à l'histoire des larmes d'Anne Buffo-Vincent, paru en 1986, jusqu'aux travaux de l'historienne états-unienne Barbara Rosenwein, qui, il est vrai, porte plutôt sur l'histoire des émotions au Moyen-Âge, mais aussi, évidemment, aux recherches de nos 3 invités, et notamment à leur ouvrage que j'ai précédemment mentionné. Les approches de la sensibilité en histoire accordent une grande place à la question du corps, car il est vrai que le sensible, l'expérience sensible, sont aussi, et peut-être d'abord, on en discutera, une expérience corporelle, une expérience liée au corps.
à un corps, plutôt à des corps, qui sont là encore aujourd'hui des objets d'histoire à part entière, et je pense ici aux travaux très connus de Georges Vigarello. Cette importance du corps dans l'expérience du réel nous a sans doute été rappelée par la crise sanitaire des derniers mois, une crise qui a montré l'importance de cette question et de cette articulation entre corps et expérience sensible, car c'est bien à travers le corps que nous percevons et expérimentons les événements du temps. C'est vrai pour nous et c'est sans doute vrai pour les individus du passé. Donc ce corps sensible a une histoire qui s'incarne dans de nombreux objets d'étude, et notamment dans ceux abordés par nos invités, entre autres l'histoire du genre, l'histoire de la construction du discours racial, l'histoire de la médecine, l'histoire des gestes dans leur rapport à l'inconscient. Autant de pistes de réflexion pour lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui, autant de pistes de réflexion, pour le dire autrement, qui nous conduisent devant vous et avec vous à discuter, à réfléchir sur cette question des liens entre histoire du corps et histoire des sensibilités, pour reprendre le titre de la séance, à cette sensibilité incarnée. Je m'arrête là et laisse la parole à nos invités. Alors avec une première question, un peu à côté peut-être, une question sur votre parcours. Pourquoi et comment en êtes-vous venu à vous intéresser à cette double question de la sensibilité et du corps? Comment vos parcours, pour le dire autrement, de chercheurs et chercheuses, vous ont-ils conduit à ces réflexions qui sont les vôtres sur corps et sensibilité? Peut-être Naïma Hanafi pour commencer. Bien, donc je commence. Alors l'entrée dans le champ de l'histoire des sensibilités, elle s'est faite justement par l'histoire du corps et par toutes les lectures que j'ai pu faire, que tu as citées. Donc ces grands travaux qui ont porté sur l'histoire du corps, notamment dans la période moderne. Et ces travaux m'ont fait comprendre d'une certaine manière que les corps avaient une histoire, dans le sens où on a toujours l'impression qu'on partage quelque chose, qu'il y a quelque chose de commun avec ces corps d'il y a 300, 400 ans, ne serait-ce que dans le patrimoine génétique, c'est vrai qu'ils vivent toujours en nous, mais que finalement, il y avait des manières très différentes de les habiter, de les nourrir, de les vêtir, etc. Et c'est ce qui m'a poussée à aller du côté des expériences corporelles, justement, d'essayer de voir, à travers un certain nombre de récits, comment ces corps étaient interprétés et quels mots on mettait sur ces expériences. Peut-être la sensibilité particulière que j'ai eue, ça a été d'aller aussi chercher du côté de l'anthropologie, mais surtout de la sociologie des corps, pour ajouter à ma réflexion sur l'historicité des corps plutôt une réflexion d'ordre sociologique sur les usages sociaux. Les usages sociaux des corps, c'est-à-dire que je me suis attelée à considérer les corps presque comme des personnages dans des scénographies, dans des interactions sociales. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ces corps, comment on les mobilise, qu'est-ce qu'ils disent socialement. Et ça a été vraiment quelque chose que j'ai creusé jusqu'à aujourd'hui. Et puis peut-être autre point, c'est la question des pouvoirs. Quels sont les pouvoirs qui traversent les corps? Et là, en l'occurrence, pour la période qui me concerne, c'est surtout le XVIIIe siècle. Alors, on peut avoir une vision un peu générale peut-être même de biopolitique, sur le gouvernement des corps. Mais ce qui m'a intéressée, c'était aussi les pouvoirs beaucoup plus proches de soi, notamment de la famille, et puis aussi quel pouvoir on a quand on est une femme, notamment au siècle des Lumières, sur son propre corps. Dans une société, je ne vous l'apprends pas, où il y a à la fois une injonction reproductive et puis peu de possibilités de réguler convenablement les naissances. Donc voilà, tous ces questionnements sur les pouvoirs, sur les usages sociaux du corps, se sont aussi mélangés à toute une réflexion sur, plutôt héritée de l'histoire des femmes et du genre, sur le corps à soi. Après la chambre à soi de Virginia Woolf, est-ce qu'on peut avoir un corps à soi dans cette période qui est celle des Lumières, où on met en avant la montée de l'individualité, etc. Donc ça a été vraiment mon entrée en matière dans ce champ. Merci beaucoup. Même question, Hervé Mazurel. Bonsoir à tous. Alors moi j'ai découvert l'histoire du corps. J'hésitais quand j'étais étudiant entre la philosophie et l'histoire, c'était difficile de choisir et naturellement je me suis dirigé vers Michel Foucault. Donc j'ai fait une maîtrise, ça commence à dater, ça s'appelait pas Master 1, c'était une maîtrise 1999 sur surveiller et punir, sur la réception difficile de surveiller et punir par les historiens.
Et j'ai découvert, j'étais vraiment candide, hein, je ne savais pas que le corps pouvait avoir une histoire, mais tout d'un coup, voilà, Surveiller et punir raconte le passage d'un art de punir à un autre, donc tout un changement dans l'économie du châtiment, le passage de ce que Michel Foucault appelle l'éclat des supplices. Un ces grands supplices, le plus connu étant celui du régicide d'Amiens qui ouvre Surveiller et punir. Vous connaissez ça par cœur, Guillaume. C'est 1757, j'espère pas dire de bêtises. Voilà, qui est une scène absolument effroyable où des foules entières pouvaient assister à un spectacle sanglant, démembrement du corps, etc., à ce qu'il appelle le passage à la douceur des peines, donc à la naissance de la prison pénale. Et il raconte aussi toute une histoire de plus longue durée de la disciplinarisation des corps, qui, dans le cadre de la prison, mais aussi des hôpitaux, et tout ça, il dit la matrice fondamentale de la disciplinarisation des corps, c'est la caserne, et après, hein, dans les écoles, les ateliers, voilà. Et donc je découvrais, tout jeune, tout d'un coup, c'est fantastique, nos corps sont pétris d'histoire, nos corps sont tout imprimés d'histoire, et nos corps sont politiques, hein, ce que Naïma disait tout à l'heure. Et puis, logiquement, après, j'ai travaillé sur des historiens qui ont prolongé Foucault, qui ont travaillé un peu dans ce sens-là, qui l'ont questionné. Michel Perrault, Georges Vigarello, Arlette Farge, Alain Corbin. Et puis, je découvre donc l'œuvre d'Alain Corbin en lisant Le Territoire du vide. Et ça a été pour moi un choc. Je découvrais que devant un spectacle de rivage, une mer, un reflux des vagues, devant l'estran, que l'émotion qu'on pouvait avoir, elle était pleine d'histoires collectives. Hein, et donc que même dans nos manières d'apprécier les paysages, il y avait de l'histoire collective, là où je ne l'attendais pas. Et donc la manière dont Alain Corbin a sorti en quelque sorte le sensoriel, notamment de l'anhistoricité, c'est-à-dire au fond, même dans nos perceptions sensorielles, il y a de l'histoire. Ce geste-là, il a fait de moi un historien finalement, parce que finalement je dis ok, c'est ça que je veux faire, je voudrais essayer de traquer l'histoire là où elle se cache le mieux. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc, sans surprise, Delphine Peretti-Courtis. Alors je pense que dans les découvertes, elles ont été assez similaires. Les parcours sont peut-être divergents, mais les découvertes sont plus ou moins les mêmes. C'est-à-dire que j'ai découvert aussi Michel Foucault et le concept de biopolitique, et j'ai découvert l'histoire du corps et le fait que les corps avaient une histoire à l'université. Donc j'ai compris qu'on pouvait faire de l'histoire autrement et que le corps pouvait révéler beaucoup de nos sociétés, parce que le corps est le réceptacle de normes. C'est aussi un acteur des normes sociétales. Les corps perpétuent également ces normes, et les corps sont régis par des cadres normatifs très, très rigides. Donc bien sûr, après les lectures d'Alain Corbin, moi c'est le miasme et la jonquille qui m'a fascinée. L'odeur pouvait avoir aussi une histoire, les rapports à l'odeur, l'odeur qui pouvait, le fait d'utiliser l'odeur aussi pour exclure l'autre. Alors là, je l'ai découvert avec David Le Breton notamment, son anthropologie des sens. Et là aussi, donc, l'histoire du corps, en fait, convoque plusieurs sciences, et sciences humaines et sociales, et c'est tout l'intérêt, il me semble aussi, d'étudier le corps. On l'étudie par l'histoire, mais aussi par la sociologie, par l'anthropologie, ou encore par la psychologie. Et je trouve que le corps révèle les sociétés, mais le corps est imprégné aussi de politique. Et c'est notamment à l'université l'histoire de la sexualité qui m'a fascinée, parce que je me suis dit qu'on pouvait faire l'histoire de la sexualité, un domaine que l'on pensait comme étant de l'ordre du privé, de l'intime, mais qui en fait était parcouru de multiples injonctions politiques, de normes médicales, de normes sociétales. Et donc de ces multiples découvertes, j'ai aussi découvert à la même époque, donc pendant mes années de licence, l'histoire du genre, et ça a été là aussi une grande découverte. Et j'ai ensuite décidé de commencer mes recherches dans l'histoire du genre, et notamment ce sont des travaux sur l'intersectionnalité qui m'ont intéressé, les rapports entre race, genre, classe. Et je me suis intéressée plus spécifiquement au corps noir, où les rapports entre race et genre étaient fondamentaux, mais voilà, on reviendra peut-être sur ces questions plus tard. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse et à tous les trois pour cet éclairage sur vos parcours respectifs. Alors, le second point sur lequel je souhaitais vous interroger est celui des sources, une des questions très importantes en histoire sur donc les sources que vous utilisez. Alors, pour Hervé Mazurel, pour commencer, dans l'inconscient ou l'oubli de l'histoire, vous faites de l'inconscient, justement, un objet d'histoire. Et justement, quelles sont les sources pour faire l'histoire de cet inconscient des individus du passé, qui est d'une certaine manière à la fois si proche, puisqu'il nous parle, mais aussi si lointain et si difficilement atteignable?
C'est une question extrêmement difficile parce que je me la suis posée tout au long du livre que j'essaie en train d'écrire. C'est-à-dire qu'en fait, je cherche à montrer dans ce livre qu'il y a de l'histoire, juste que le social et l'histoire s'invitent même dans nos inconscients. Ouais, qu'il a fallu des siècles d'histoire pour façonner nos inconscients. Et parce que notamment, il y a toute une histoire du refoulement pulsionnel, toute une histoire des rapports entre le désir et l'interdit qui sont pris dans un devenir historique de long terme. Mais la question après pour l'historien, qui n'est pas une question simple, c'est comment on documente ça. C'est bien beau de dire il y a de l'histoire là, hein, mais comment on va... Alors, on pourrait, a priori, comme ça, on se dit, bon, on ne peut pas écrire une histoire de l'inconscient, parce que de toute façon, ça c'est refoulé, il y a de l'oubli, il n'y a pas de trace. En fait, même pour un psychanalyste, hein, même pour Freud, l'inconscient, il n'est jamais connu que de manière médiatisée, c'est-à-dire par le truchement de la conscience. Hein, c'est toujours par la conscience qu'on comprend qu'il y a derrière quelque chose d'autre, hein, de l'inconscient. Ça passe donc par les lapsus, par les maux d'esprit, par les rêves, par les pathologies aussi psychiques, hein, tout simplement. Alors ça, il y a des choses qui sont très difficiles à documenter, même si on peut trouver des lapsus dans les archives judiciaires, peut-être sans doute. Hein, mais moi, je me suis notamment beaucoup intéressé à l'histoire du rêve. Alors il y avait déjà des historiens, hein, il n'y a pas n'importe lesquels qui s'étaient intéressés à l'histoire des rêves. Je pense à Jacques Le Goff ou Jean-Claude Schmitt. Hein, mais vous pouvez essayer. Hein, c'est une histoire difficile de pratiquer une histoire des rêves, avec l'idée que justement les psychanalystes, enfin que c'est pas un champ qui ne concerne que les psychanalystes, hein, ou même les neuroscientifiques. Hein, l'histoire et la société s'invitent dans les rêves. Et donc, quand vous avez idéalement hein, des séries de rêves du passé, vous pouvez travailler. Évidemment, vous n'avez pas les acteurs hein, présents, donc vous ne pouvez pas le faire comme font les analystes, c'est-à-dire leur demander leurs associations libres, voilà, à quoi ça peut se lier aux journées précédentes, etc. Mais vous avez accès à travers les rêves au fantasmatique du temps, hein, à l'imaginaire social du temps. C'est-à-dire que là, j'ai fait notamment, mais là, avec une psychanalyste, une collecte de rêves au moment du premier confinement. Hein. Il n'y a pas beaucoup de rêves d'enfer, de paradis ou de purgatoire. Ça, on s'y attendait un peu, mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que sur le temps long, il y a une déchristianisation des rêves, une laïcisation des rêves, hein, et une décrue des superstitions. C'est-à-dire que le pôle infernal et le pôle édénique se sont transformés, hein, notamment au XIXe siècle. Alain Corbin montrait justement que le pôle infernal de la vie onirique hein, était lié au bas-fond. Hein, thème sur lequel a travaillé Dominique Khalifa. Donc voilà, comment les rêves permettent de lire aussi l'imaginaire social d'un temps. Hein. Donc on peut travailler sur les rêves en historien. Je ne vous dis pas qu'on est dans une histoire, conjecturale, indiciaire, on n'est pas dans une histoire scientifique dure, hein, on est bien d'accord. Vous pouvez faire ça. Et puis vous pouvez bien sûr décrypter des sources que connaît bien Naïma, hein, des sources de l'écriture de soi, le journal intime, la correspondance, à travers... Hein, alors le problème, la question qui se pose évidemment, c'est jusqu'au début du XXe siècle, ça concerne essentiellement les élites sociales. Hein. Pour 95% des gens, vous n'avez pas accès à grand-chose. Vous n'avez accès au monde populaire, au monde subalterne, que par les archives judiciaires, soit les archives de police, soit les archives de la charité. Donc ça, c'est quand même très problématique, hein, bien sûr. Mais à partir du XXe siècle, de l'alphabétisation, vous avez d'autres possibles. Et puis, pour terminer, juste sur les archives de l'inconscient, je vais faire court, je proposais donc j'aimerais bien une grande collecte, hein, pour le XXe et le XXIe siècle, de tous ceux qui ont des carnets, ceux qui ont suivi des analyses, qui ont des carnets, des récits de rêves, qui cachés dans les armoires, sous les lits, etc. Il va falloir les sortir, parce que c'est un matériau pour les historiens absolument fantastique pour suivre les métamorphoses donc, de nos économies psychiques. De même qu'on peut utiliser les écrits des analystes à la manière dont tu uses des écrits des médecins, ou on utilise les écrits des psychiatres, je pense à Laure Murat et à d'autres qui travaillent sur la psychiatrie. On peut tout à fait utiliser les écrits des analystes pour essayer d'écrire une histoire longue de la psyché. Évidemment, c'est des sources biaisées, mais toutes nos sources sont biaisées. Hein. Il n'y a aucune source dans laquelle on peut accéder de manière... Les sources ne sont jamais des vecteurs. Hein. Il faut d'abord s'intéresser aux sources pour elles-mêmes avec leur biais. Voilà. Elles sont des prismes en quelque sorte. Chaque source est un prisme, hein, qu'il faut interroger comme tel. Merci beaucoup. Alors, question donc dans la même veine pour Delphine Pierretti-Courtis. Dans Corps noir et médecin blanc, donc la fabrique du préjugé racial, vous analysez donc justement la construction de ces stéréotypes raciaux. Et alors, même question donc sur les sources. Quelles sont les sources que vous utilisez pour comprendre et analyser cette construction qui est alors à l'œuvre ? Alors j'ai étudié sur le temps long, donc de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, ces sources médicales, donc des sources par le haut, et je pense que du coup on a eu une démarche plutôt inverse. Donc je traite de la norme, du discours normatif qui construit ces catégories de race et de sexe à partir des corps noirs.
Et je me suis intéressée notamment aux dictionnaires médicaux, aux entrées race, femmes, qui sont des entrées, dans ces entrées, parfois on pouvait trouver des centaines de pages sur le terme femme ou race. C'est une époque où débutent et se développent les études sur les races humaines. Donc les dictionnaires médicaux ont fait partie de ces sources que j'ai explorées, des monographies sur les races humaines également, des rapports de mission coloniale. Il y a également des articles de presse dans lesquels les médecins écrivaient et diffusaient au grand public donc leurs découvertes, leurs théories, des débats à la Société d'anthropologie de Paris, donc une multiplicité de sources que j'ai tenté de croiser, des sources émanant du terrain également, donc des médecins qui sur le terrain fournissaient des études, des mensurations anthropométriques. Ils pouvaient également envoyer des crânes et des cadavres en métropole aux médecins de cabinet. Donc j'ai tenté de retracer sur cette période les sources, les écrits, les théories qui avaient pu se diffuser sur ce qu'ils appelaient la race noire. Et j'ai tenté, puisque si l'on revient à l'histoire des sensibilités, de percevoir aussi à travers des discours qui étaient scientifiques, des médecins qui usaient d'un arsenal méthodologique très technique, qui utilisaient le poids du chiffre aussi pour corroborer leurs théories. J'ai essayé de voir, sans que ce soit véritablement volontaire en réalité, de percevoir les théories de départ, c'est-à-dire qu'il y a toujours dans la science, même à l'heure actuelle, une théorie de départ et donc des préjugés qui guident aussi ces études scientifiques. Donc il fallait dépasser dans ces discours scientifiques donc la méthodologie, la technique et toutes ces théories pour percevoir s'il existait ou pas des préjugés et des idées prédéfinies sur les populations nord-africaines. Donc il y a effectivement des écrits assez précieux, dans le sens où ils révèlent tout à fait ces préjugés qui existent au départ. C'est notamment en 1922 un médecin colonial, Henri Patenôtre, qui étudie le corps de 3 hommes peuls, le squelette, et qui dit oui, en effet, on voit que ce sont des hommes d'une race qui est paresseuse parce que leur col du fémur est très ouvert, et cela signifie qu'ils passent leur journée accroupis. Donc on voit bien comment là, la science tente de répondre à une idée de départ, une idée prédéfinie. Donc voilà, dans ces sources, j'ai pu cerner la part de ce que l'on considérait comme du scientifique, des données scientifiques qui ne sont jamais réellement impartiales en réalité. Et dans les écrits des médecins coloniaux, il y avait aussi cette proximité de terrain qui faisait qu'ils pouvaient se permettre, ou le fait de l'observation de terrain, dans ces observations, on pouvait percevoir des sensibilités, des rapports aux femmes, par exemple, assez particuliers et peu scientifiques, notamment l'idée selon laquelle le pagne qui moulait ces femmes laissait révéler leur forme, la sensualité et la lascivité de ces femmes, etc., qui pouvaient émaner de ces corps. Donc il y a effectivement, même dans des discours scientifiques qui tendent à énoncer des normes et à construire et à fixer des catégories raciales à cette époque, il y a des sensibilités, un contexte idéologique, politique, économique et un contexte scientifique qui, notamment le fait de vouloir prouver des théories comme le polygénisme ou le monogénisme, l'existence de plusieurs espèces humaines ou d'une espèce humaine. Il y a un contexte multiple, des contextes multiples qui sont à l'œuvre dans les écrits scientifiques, et il s'agit de percevoir dans ces normes qui se construisent quelles sont les perceptions de cette époque et notamment les perceptions sur les corps d'hommes et de femmes d'autres populations. Merci beaucoup. Donc pour Naïma Hanafi, dans Le Frisson et le Baume, dont je parlais en introduction, vous étudiez les expériences féminines du corps au siècle des Lumières. Et donc, ma question, vous en doutez, quelles sont les sources qui vous révèlent ces expériences féminines au XVIIIe siècle ? Alors, ce que j'ai fait, c'est de mesurer les écarts, en fait. Mesurer les écarts entre des discours médicaux, principalement, et les représentations féminines. Puisque ce qui me semblait important, c'était de mettre en valeur les intériorisations possibles de ces représentations médicales ou, au contraire, un certain nombre de contournements, de subversions, à une époque où finalement on a une prolifération de traités médicaux centrés sur les femmes. Alors ça peut être de l'obstétrique, ça peut être aussi des ouvrages un peu généraux sur les maladies des filles, les maladies des femmes, et en tout cas, au cours des Lumières, plus
plus largement de l'époque moderne, on a à la fois une prolifération de recherches sur les femmes, mais aussi un renforcement très clair de ce qu'on pourrait appeler la binarité des sexes, avec, dans le discours médical, une propension de plus en plus forte à identifier des marqueurs qui appartiendraient soit au féminin et au masculin. Au-delà de ces marqueurs, bien sûr, et au-delà des corps, il y a tous les rôles sociaux qui sont liés à ces représentations, puisque si je résume, les corps féminins sont considérés comme largement inférieurs aux corps masculins, plus malades aussi, et qu'au-delà de ça, cette fragilité spécifique va mener aussi à de moindres capacités intellectuelles, moindres capacités à raisonner. Donc c'est un ensemble de représentations sur les femmes qui ont des incidences sociales très fortes, au-delà de la simple expérience corporelle. Donc face à cela, ma question de départ, c'était finalement comment les femmes, donc tu le disais, des élites, parce que c'est les seules pour lesquelles j'ai des traces, vont finalement accorder de l'importance à ces discours ou au contraire prendre du recul ou jouer avec ces représentations. Donc pour ce faire, j'ai été du côté des écrits du fort privé, donc des correspondances épistolaires, des journaux, des mémoires, à la fois féminins et masculins, de façon à pouvoir bien comparer les différentes manières de considérer le corps, prioritairement sur des périodes très longues. J'ai le corpus le plus important, j'ai fait ma thèse à Toulouse, donc c'est les corpus toulousains notamment, c'est l'échange épistolaire de Madame Dubourg avec Madame de Livry, vous saurez tout, qui se passe en fait sur 40 ans. Et 40 ans, pendant 40 ans, il y a eu un échange d'une lettre par semaine. Et à la fin, quand j'ai refermé la boîte d'archives, j'étais extrêmement émue parce qu'en fait, je savais toutes ces femmes. Je savais quand elles avaient leurs règles, je savais ce qui s'était passé avec leur mari, je savais si elles voulaient des enfants ou non, encore un enfant ou non, si elles voulaient allaiter ou pas, et puis après, bien sûr, toute l'histoire familiale, politique, etc. Donc ce sont des sources vraiment extrêmement riches, et à partir de celles-ci, il fallait donc confronter avec les représentations plus masculines pour essayer de comprendre quelles étaient leurs expériences corporelles. Par expérience corporelle, j'entends une réflexion sur le fait de considérer qu'elles ont véritablement un corps différent. Et je me suis intéressée à l'énonciation de ce que j'appelle une corporité mondaine, c'est-à-dire un corps qu'elles partagent avec les hommes de leur milieu. Et aussi à une corporité qui serait plus féminine cette fois-ci, alors qui est bien sûr liée à toutes les narrations autour de la grossesse et de l'allaitement, avec des enjeux politiques qui sont aussi là très forts. Et donc c'est dans ces archives-là que j'ai réussi à trouver matière à réfléchir à la manière dont les femmes des élites pouvaient par moment se servir des représentations médicales. Je donne juste un exemple. Pour dire les corporités mondaines, les femmes et les hommes vont utiliser des nouveaux paradigmes comme celui qui se développe dans la deuxième moitié du XVIIIe, qu'on appelle le paradigme de la sensibilité, de l'irritabilité, parce que c'est une nouveauté, parce que ça permet surtout d'enclencher une dynamique de distinction sociale. Parce que dire qu'on a un corps qui est fait de fibres, de tensions nerveuses, de nervosité singulière, c'est une façon de le distinguer du vulgaire, des corps plus laborieux, etc. Donc de ce point de vue-là, ces femmes allaient reprendre un certain nombre de principes médicaux. Mais d'une autre manière, ces principes étaient problématiques au sens où on considère que les fibres et la nervosité féminine est plus importante. C'est tous ces discours, notamment sur les vapeurs, sur l'hystérie, que vous connaissez certainement. Donc ce jeu-là d'intériorisation, de contournement, c'est ce qui m'a intéressée. Mais le deuxième champ de sources, c'est des fonds qu'on utilise maintenant beaucoup en histoire de la médecine, ce sont les consultations épistolaires. Imaginez, alors ça se fait maintenant, c'est vrai, on fait des consultations à distance, la pandémie a beaucoup changé les choses. Imaginez que pour être soigné, vous allez donc rédiger sur plusieurs feuillets une sorte de biographie médicale qui va reprendre tout votre tempérament, votre constitution, les différentes maladies que vous avez pu avoir, et vous allez mélanger différents récits personnels, symptomatologiques, et on envoie en fait ce document au médecin qui lui va faire un diagnostic donc à partir de ce que vous allez dire. Et ça, c'est des sources fantastiques. Parce qu'aujourd'hui, la relation thérapeutique est très différente. On a des analyses médicales diverses et variées. Et finalement, la parole des malades est
très largement relégué. Pas de manière systématique, mais en tout cas, c'est pas ce qui va véritablement être le cœur de la relation et surtout du diagnostic. Alors qu'à cette époque, la personne qui sait le mieux, c'est le patient ou la patiente. Et donc ces biographies médicales, c'est vraiment un lieu extrêmement important d'étude de l'histoire du corps, des sensibilités, parce que c'est un lieu de légitimité aussi de l'expression de soi. Et il y a un certain nombre de corpus de consultations qui permettent des confrontations entre hommes et femmes, notamment les consultations épistolaires qui ont été envoyées à un médecin lausannois qui s'appelle Samuel Auguste Tissot, qui est un des grands médecins de la fin de la période, et j'ai donc pu comparer comme ça les énonciations masculines et féminines. En tout cas, la démarche qui a été la mienne, c'est d'interroger bien sûr toutes les interactions sociales, toutes les expériences que je voyais surgir des sources, mais c'est surtout traquer un vocabulaire particulier. Et si je reviens tout à l'heure, quand je disais qu'on a l'impression qu'on a presque les mêmes corps, en lisant, il y a plein de fois, je ne comprenais pas exactement. Par exemple, souvent, il me parlait de pus qui sortaient du nez. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec ce pus qui sort du nez? Jusqu'au moment où je me dis, en fait, Naïma, c'est la mort. C'est juste une façon de dire les choses autrement. Donc ça, c'est un petit décalage anecdotique. Mais après, il y a aussi une richesse de vocabulaire qui est très spécifique à cette période. Je me rappelle d'une femme qui fait un long développement et qui finit en disant « J'ai des ébullitions entre cuir et chair ». Voilà, donc on est quand même dans un autre monde. Hein. Donc la symptomatologie est totalement différente et donc c'est à partir de ces sources et de cette attention au vocabulaire que j'ai essayé de travailler. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, lorsqu'on a préparé cette séance et cette soirée plutôt et cette rencontre, il m'a semblé qu'une question, donc il y en a deux, mais d'abord la première, traversait vos travaux respectifs. C'est la question de la douleur. Alors, c'est pas une obsession morbide de ma part, mais donc la question de la douleur, qu'elle soit psychique ou physique. Donc, d'où ma question, quelle place a cette question de la douleur dans vos recherches? Est-ce que vous en trouvez une trace? Et si oui, comment est-ce que vous l'interrogez? Peut-être Delphine Peretti-Curtis, pour commencer. Oui, en effet, les médecins traitent des corps. Alors, dans leur ensemble, les médecins au XIXe siècle se font moralistes. Ils traitent des corps comme reflet de l'âme, reflet des tempéraments. Donc, le corps n'est pas simplement vu par son aspect, enfin, comme aujourd'hui, les médecins d'aujourd'hui, le corps n'est pas simplement vu dans son aspect médical en quelque sorte, mais dans tous les aspects c'est-à-dire pathologique, physiologique, moral, comportemental. Mais les médecins, bien sûr, étudient la douleur. Et ils vont étudier notamment dans les écrits que j'ai pu explorer, ils vont étudier la douleur des populations noires africaines. Alors je les englobe parce qu'ils les englobent, je reprends les mêmes procédés finalement pour étudier leur discours, leur manière de penser et d'aborder donc ces corps noirs. Et l'on retrouve des écrits dans les années 1840 notamment de chirurgiens de la marine qui se trouve, un chirurgien, le docteur Tali, qui se trouve au Sénégal et qui écrit sur la douleur africaine, une douleur qui serait, alors ces écrits existaient déjà dès l'époque de l'esclavage. Il y a l'idée d'une plus forte résistance des corps noirs à la douleur, l'idée d'une robustesse, d'une endurance qui légitimerait notamment leur exploitation au moment de l'esclavage. Mais ces discours vont se faire plus précis et plus nombreux à une époque où la médecine donc prend de l'ampleur au XIXe siècle, où le savoir médical donc se substitue progressivement à la religion comme source du savoir et émet donc des formes de vérité scientifique en quelque sorte. Donc là, pour revenir sur la question de la douleur, c'est véritablement au XIXe siècle que ce préjugé se transforme en savoir scientifique et l'on retrouve donc chez ce docteur Tali dans les années 1840 l'idée selon laquelle les Sénégalais, les Wolofs notamment, seraient très résistants à la douleur de nature. Donc là, il y a véritablement la naturalisation de ces corps et de la douleur, donc cette résistance qui serait innée, presque immuable, qui serait raciale.
Et il compare, il y a des hiérarchies raciales qui apparaissent là entre les Wolofs et les Maures notamment du Sénégal et les populations arabes d'Afrique du Nord, où il estime qu'il y a une résistance assez similaire à la douleur, mais c'est une résistance qui serait due notamment aux effets de la culture, d'un courage, donc serait plutôt due au moral et à une volonté de résister à cette douleur. Et ce qui est intéressant dans ces travaux sur la douleur, dans ces études sur la douleur, c'est qu'il y a donc naturalisation du rapport à la douleur pour les populations africaines, et l'idée selon laquelle ils résisteraient à la douleur, ils ne la sentiraient pas, notamment du fait d'une infériorité intellectuelle. La nociception, ce rapport à la douleur, serait plus forte chez les populations les plus civilisées, chez les individus les plus intelligents qui ressentiraient de manière plus forte la douleur. La proximité avec la nature, en quelque sorte, donc c'est un des grands préjugés qui se diffusent sur les populations africaines, la proximité avec la nature rendrait donc invulnérable à la douleur. L'on retrouve malgré tout, dès le XIXe siècle, des explications qui ne sont pas uniquement raciales, qui ne portent pas uniquement sur le biologique. Il y a aussi des médecins qui tendent à croiser plusieurs facteurs, à expliquer notamment que les effets de l'histoire, de la culture pourraient expliquer cette résistance à la douleur, l'histoire de l'esclavage notamment. Il y a des causes climatiques qui sont avancées, notamment l'idée selon laquelle la peau des hommes et des femmes noires serait plus dure et donc plus résistante, là aussi, à des douleurs. Mais malgré tout, au XIXe siècle, c'est la cause raciale qui va primer, même s'il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu. Et cela contribue notamment à déshumaniser, à animaliser des populations et à les rendre plus primitives. Mais cela représente un atout pour le projet colonial, puisque ces populations sont plus résistantes, elles peuvent travailler plus longuement. Il y a des discours qui, paradoxalement, ne sont pas valorisants pour les hommes blancs, qui sont présentés comme étant moins forts dans les colonies, qui sont affaiblis et qui sont plus fragiles finalement que les hommes noirs. Mais eux représentent donc l'intelligence, la force intellectuelle, le commandement, tandis que les corps noirs sont amenés à servir ce projet colonial par leur corps, justement. Et il y a des répercussions sur les pratiques également, et j'aimerais encore explorer ce champ-là, parce que c'est assez difficile de percevoir ces répercussions, mais l'on perçoit dans certains écrits le fait que des anesthésiants n'auraient pas été donnés à des femmes ou à des hommes noirs, et on constate l'héroïsme, je cite un exemple, d'une femme noire qui aurait été opérée de la mâchoire sans anesthésiant et qui n'aurait pas même crié une seule fois. Donc on ne sait pas si l'anesthésiant n'a pas été donné parce que l'on considérait qu'elle n'en avait pas besoin, s'il n'y avait pas d'anesthésiant, donc il est difficile de savoir quelle est la cause de cela, mais il y a des discours comme cela qui peuvent permettre de comprendre comment on passe de la représentation de ces corps très résistants à des pratiques qui ne prendraient pas en compte la douleur. Et juste un dernier point sur la douleur des femmes notamment. Là, c'est assez intéressant sur les femmes noires. Donc, il y a l'idée selon laquelle, pendant les accouchements, elles ne ressentiraient pas la douleur, ou du moins ne la montreraient pas. Mais il y a une forme de glorification, d'héroïsation de ces femmes. Et cela permet notamment aux médecins de dénoncer, enfin de mettre en lumière la fragilité de leurs propres femmes. Parce que l'histoire du corps, c'est aussi et traiter du corps des autres, c'est aussi traiter de son propre corps ou du corps des femmes de sa propre société. Et lorsque ces médecins glorifient donc ce rapport des femmes noires à l'accouchement, cette résistance très forte, souvent il y a des digressions sur les femmes de la bourgeoisie française qui sont si fragiles, si délicates pendant les accouchements et que l'on entend donc crier, etc. Donc il y a et là le rapport avec la classe est assez intéressant, c'est-à-dire que lorsqu'il parle des africaines, il n'y a pas la notion de classe, il y a la race et le genre qui entrent en jeu. Par contre, lorsqu'ils vont les comparer aux françaises, il y a la notion de classe qui apparaît. Les bourgeoises donc sont présentées comme très fragiles, tandis que les paysannes, elles, se voient présentées comme également très fortes pendant les accouchements. Donc là, il y a le rapport entre la classe paysanne française, les femmes françaises, et les femmes dites indigènes, qui seraient donc ces deux catégories de femmes seraient résistantes
du fait de leur proximité avec la nature notamment, et de leur absence de civilisation. C'est aussi la civilisation qui est en jeu, la civilisation qui aurait peut-être contribué à rendre la douleur peut-être à rendre plus sensible les corps, puisqu'il y aurait eu une intelligence qui se serait éventuellement développée dans leur théorie. Et donc, voilà, cela, dans cette glorification des femmes paysannes ou des femmes africaines, il y a le versant, ce n'est pas tout à fait une glorification en réalité, puisque on met en évidence cette prétendue proximité avec la nature, avec l'animal. Et Elsa Dorlin en avait parlé notamment, cette idée que les femmes, justement, que les femmes lorsque l'on parle de ces femmes qui ne ressentiraient pas la douleur pendant l'accouchement, on les renvoie vers une forme d'animalité. Très bien, merci beaucoup. Peut-être pour Hervé Mazurel également, cette question de la douleur. Alors, peut-être plus psychique, mais peut-être pas. En tout cas, je trouve ça très intéressant, parce que ça nous mène dans un débat qui existe au sein de l'histoire des sensibilités sur la question de est-ce qu'il existe des seuils de la douleur physique, et tout le monde n'est pas d'accord. Par exemple, Arlette Farge, elle considère qu'il n'y a pas d'historicité de la douleur, hein, et que donc une femme qui accouche au XIVe siècle ou au XIXe siècle fait face à la même épreuve, et n'est pas plus, la femme du XIVe siècle n'est pas plus endurante qu'une femme du XIXe siècle. Et puis vous trouvez une autre tradition qui passe notamment par Georges Duby, qui a écrit un bel article, c'est dans Mal Moyen-Âge, dans ce recueil de textes, sur l'historicité de la douleur. Donc il parle, la question de l'endurcissement des corps lié au genre de vie, le monde paysan, le monde des marins, etc. Et Alain Corbin aussi considère lui aussi qu'il y a une historicité des seuils de tolérance à la douleur. Il s'est intéressé notamment à ce qu'il appelle la pacification de la scène chirurgicale au XIXe siècle, liée à ce qu'il appelle les 3 A, les analgésiques, les antalgiques, l'anesthésie, et comment tout ça finalement aurait rendu progressivement les gens plus douillets face aux blessures, face à la douleur, face à l'opération, etc. Donc c'est une vraie question, historicité ou pas de la douleur physique. Et puis alors moi c'est vrai, en effet, penché davantage du côté de l'historicité de la souffrance psychique, hein. Je pense d'ailleurs entre douleur et souffrance, là il y a une douleur, on est plutôt du côté moi je considère que c'est juste un axe, hein, mais plutôt du côté de la physiologie du corps, et de l'autre côté on est un peu plus de la souffrance, un peu plus du côté du psychique. En tout cas, David Le Breton fait ce genre de distinction-là. Et du côté de la souffrance psychique, ça vous concerne directement, Guillaume. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est aussi l'évolution des réactions psychosomatiques au spectacle de la souffrance, hein, et notamment dans les scènes de massacres révolutionnaires, les exécutions publiques, la guillotine, mais encore les grands massacres des révolutions du XIXe siècle, où on voit de plus en plus de gens s'évanouir, hein, face à de telles scènes. Qu'est-ce que ça dit, hein, c'est ce que Alain Corbin appelle la montée des exigences de l'âme sensible. Hein, donc ça c'est très intéressant, hein. Et puis pourquoi petit à petit il y a une relégation, hein, des scènes d'exécution capitale. Vous connaissez ça mieux que personne, mais on était au départ sur la place de Grève, et puis l'exécution capitale est progressivement refoulée aux portes de Paris, puis dans l'enceinte de la prison, et puis au bout de ce chemin-là, il y a des décennies plus tard la disparition de la peine de mort. Je crois qu'il y a une histoire, Emmanuel Taïeb y a travaillé, vous y travaillez aussi, une histoire longue de la sensibilité au spectacle de la souffrance et du sang versé. Hein, on pourrait aussi parler de la sensibilité, d'évolution de la sensibilité à la souffrance animale. C'est un terrain qui a été un peu travaillé, mais qui est fascinant. Et donc, il y a une histoire, à mon sens, il y a une historicité de la souffrance psychique. On retrouve ce débat-là encore dans le champ de l'histoire de la guerre, de l'histoire, et la question notamment des traumas, des névroses de guerre. Vous avez des psychiatres qui disent, au fond, un soldat de 14, un soldat du Vietnam, un soldat en Irak. C'est juste qu'il y a moins de blessés psychiques en 14 parce que la médecine était moins au fait de tout ça. Hein, donc on ne fait que mesurer la sensibilité de la médecine à ces blessures-là, à ces blessures invisibles, à ces blessures psychiques. Pourquoi pas ? Soit on part dans l'autre direction, on dit, mais au fond, est-ce que des gens qui ont été moins accoutumés d'abord à l'épreuve de la guerre, à l'épreuve de la violence, qui ont moins qui ne sont moins en contact de la mort au quotidien, ne sont pas plus vulnérables une fois sur le champ de bataille, une fois dans l'épreuve de la guerre. Est-ce que du coup, les taux de blessés psychiques qui vont grandissant, hein, au XXe siècle ne traduisent pas ça aussi, hein? C'est très sensible au moment de la guerre du Vietnam, hein, même si c'est des traumas dans l'après-coup, souvent c'est des traumatismes qui se révèlent a posteriori, mais qu'est-ce qu'on mesure en fait, hein? Et c'est un vrai lieu de débat.
vous aurez compris que je suis plutôt du côté de l'historicité des seuils de douleur physique et de l'historicité des seuils de souffrance psychique. Mais on peut, à la limite, tenir la position inverse, et les gens tiennent avec des arguments qui sont quand même forts aussi. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Naïma Hanafi, à votre tour, cette question, alors, douleur, souffrance, dans votre parcours avec ces expériences sensibles du corps des femmes à l'époque des Lumières, est-ce que voilà, cette question de la douleur ou de la souffrance, et des deux peut-être, apparaît dans les archives et dans vos recherches? Oui, tout à fait. Elle est centrale dans les consultations épistolaires. Plus de la moitié des consultations mentionnent la douleur parce qu'effectivement, il y a peu de moyens. Il y en a tout de même, mais il y a peu de moyens vraiment efficaces pour lutter contre la douleur, notamment pour les opérations chirurgicales, là où ça peut être le plus compliqué. Mais je vais simplement rebondir sur ce que vous avez pu dire, parce qu'en allant un petit peu plus vers le passé, puisque j'ai remarqué sensiblement les mêmes choses. Et notamment quand tu parlais de cette idée de plus on va vers la civilisation et plus on ressent la douleur. Moi, j'ai beaucoup travaillé à partir des travaux de sociologie, notamment Boltanski, qui interroge la plus grande disposition ou disponibilité, dites-le comme vous voulez, des élites à exprimer la douleur. Et je me suis posé la même question du coup pour mes élites du XVIIIe siècle. Et il paraît très clair que dans leur narration, exprimer une douleur, c'est montrer un corps plus subtil, plus raffiné, plus sensible, tout simplement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a un mot sensible qui est très présent au XVIIIe, toujours dans ce processus de distinction sociale. Pour rebondir aussi sur la question des femmes enceintes, effectivement, on voit de plus en plus une critique des femmes de la bourgeoisie, de l'aristocratie, face à des femmes de la paysannerie qui seraient robustes. Ça, c'est très très clair. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a comme ça des médecins qui vont faire des gradations sur des femmes qui supporteraient plus ou moins ces douleurs-là. Mais par contre, très peu de médecins qui vont prendre en compte une demande qui est bien là, c'est-à-dire celui d'essayer de diminuer les douleurs de l'enfantement. Et donc on a des femmes qui vont essayer de s'échanger un certain nombre de recettes ou de pratiques plus ou moins magiques pour essayer d'avoir moins mal. Mais finalement, cette question de la douleur qui devient un sujet pour les médecins du XVIIIe siècle, elle devient un sujet pour un certain nombre de pathologies, on va dire, universelles. Mais la douleur de l'enfantement, ça reste quelque chose qui est de l'ordre de l'impensé. C'est-à-dire que c'est une douleur normale, tout simplement. Et il n'y a pas vraiment quand on se rappelle que la péridurale, c'est les années 1940, voilà, je pense que c'est aussi dans la continuité de cette idée que finalement, la douleur dans l'enfantement, c'est l'expiation du péché originel, et c'est très clairement dit aux femmes dans les échanges familiaux. On peut très bien avoir un frère qui dit oui, bon, écoute, c'est comme ça, il faut expier. Et bon, toujours un peu surprenant. Et finalement, on retrouve cette idée-là dans des débats contemporains. Je pense à l'endométriose, par exemple, au fait que cette douleur qui est partagée par des millions de femmes, enfin, des milliards à l'échelle de la planète, finalement a été complètement occultée parce qu'elle est aussi finalement normale. Donc vraiment des différences entre des études qui peuvent être faites sur des seuils de douleur qui seraient différents, des tolérances à la douleur différentes, mais pas grand-chose pour venir en aide à ces femmes. Et puis peut-être une dernière chose que j'ai pu remarquer dans les archives, c'est une forme de sécularisation très claire de la douleur. Plus on va vers la deuxième moitié du XVIIIe siècle, plus on va trouver dans les... j'allais dire les courriels, mais non, dans les correspondances privées, des personnes qui disent « mais je suis contente que finalement elle soit morte parce que ça n'était pas possible d'avoir une vie de douleur ». Et ce qu'on retrouve moins auparavant parce que la douleur peut avoir une valeur identitaire. Notamment dans tout le champ de religieux et donc être accepté tout à fait différemment. Et à la fin de la période, on sent que c'est quelque chose qui est de moins en moins acceptable du point de vue des malades et des médecins tout de même.
Est-ce que je peux rebondir juste sur la question de la douleur? En fait, ce qui est assez intéressant, il me semble, dans tout ce que nous venons de dire, c'est peut-être que la douleur de l'individu n'est pas prise en compte, alors que la douleur est proprement individuelle. Il me semble elle est le résultat d'expériences vécues, individuelles, et d'une multiplicité de facteurs. Et ce qui est assez intéressant dans vos travaux également, c'est de voir qu'il y a autour de la douleur justement des constructions sociale de la douleur, raciale ou sexuelle, puisqu'il y aurait aussi l'idée selon laquelle les femmes seraient plus sensibles à la douleur. Voilà, donc c'était simplement un point assez intéressant, parce que je pense que la douleur individuelle, la douleur de l'individu est plus prise en compte aujourd'hui. Et encore, je ne sais pas, justement, il faudrait là peut-être des travaux de sociologie pour interroger la douleur. Je sais simplement qu'il y a des préjugés qui perdurent encore aujourd'hui, le syndrome méditerranéen notamment, voilà, l'idée selon laquelle les populations d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord surexposeraient leurs douleurs. Alors ce ne sont pas les mêmes préjugés qu'au XIXe siècle, pour le coup, ou alors il y a l'idée, peut-être derrière cela, que ces populations ces individus seraient résistantes à la douleur, mais qu'elles la surexposeraient. Bref, voilà, je pense que la douleur individuelle est niée dans les travaux, dans les sources que l'on peut étudier, puisque ce sont de grandes catégories. C'est vraiment, juste très brièvement, je suis complètement d'accord avec ça. Il y a la grande difficulté quand on fait de l'histoire des sensibilités, c'est le rapport entre le non-dit et l'éprouvé. C'est vraiment une tension. Voilà, c'est qu'est-ce qui émerge des sources, qu'est-ce qui est dit, et dans quel milieu, et qu'est-ce qui n'est pas dit, et qu'est-ce qu'on ne peut pas savoir. Donc en fait, il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas connaître, parce que précisément, ça n'affleure pas, ça n'est pas à fleur d'archives. Voilà. Et cette question du non-dit et de l'éprouvé, c'est vraiment une des limites de notre... voilà, quand on fait de l'histoire des sensibilités, c'est l'aporie, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Alors le deuxième thème sur lequel je voulais vous interroger avant qu'on passe à la séance de questions avec le public, vous m'y amenez par vos interventions. Vous en avez un peu déjà parlé, mais on peut peut-être aller encore un peu plus loin. C'est la question du genre qui, donc, à travers vos prises de parole, apparaît vraiment prégnante. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Naïma Hanafi, puisque vous avez consacré un ouvrage à la question de l'expérience sensible féminine. Donc on a vu la douleur, donc la question du genre appliquée à la douleur, ou la douleur appliquée à la question du genre. Plus largement, comment est-ce que cette question du genre, ou les concepts d'histoire du genre, structurent vos travaux, structurent vos travaux, tout simplement. Alors je vais parler de recherches que je suis en train de mener maintenant, parce que ça permettra de voir qu'il y a des continuités. Donc j'ai des idées un peu fixes qui sont celles de mesurer ces écarts entre des représentations dominantes, normatives et notamment scientifiques, et finalement les expériences des individus. Et pour prolonger ces questionnements, je m'intéresse aujourd'hui au castrat, parce que à côté de ce gros groupe des femmes, il y a ce petit groupe de castrats, donc ces jeunes chanteurs italiens qui, aux alentours de 8-10 ans, subissent une opération. Alors on n'enlève pas tout, mais on fait une petite incision au niveau des vaisseaux spermatiques. Ça va avoir un certain nombre de répercussions physiques, notamment un changement dans la voix qui va devenir à la fois puissante et aiguë, comme on dit à l'époque, mais aussi qui va générer des effets secondaires, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire, là je cite les médecins de l'époque, un efféminement à la fois corporel et moral, puisque les castrats développeraient un embonpoint au niveau des hanches et de la poitrine, un peu de gras aussi au niveau des cuisses, et puis vont de toute façon aller du côté d'un efféminement moral, en gros un peu de vanité, un peu de préciosité, etc. Je résume à grands traits. Et dans ces figures-là, c'est extrêmement intéressant de voir que finalement une poignée d'hommes, en gros du XVIe, surtout XVIIe au XVIIIe siècle, vont véritablement poser problème aux médecins, mais aussi aux juristes, puisque si ces hommes ne peuvent pas enfanter, ils n'ont normalement pas accès au mariage. Donc il y a des débats sur leur légitimité ou non à se marier tout simplement. Et puis, ce ne sont pas vraiment des hommes de toute façon, donc quelle est leur place ? Et tous ces débats-là vont être extrêmement vifs et montrent à quel point les questions de genre peuvent faire complètement éclater un ordre social. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, quand les castrats naissent, donc en gros dans la péninsule italienne,
au cœur de la papauté, parce que c'est la papauté elle-même qui va mettre en place une politique plus large du recrutement des castrats pour la chapelle pontificale, puis ensuite dans les églises italiennes. Lorsqu'ils apparaissent au XVIe-XVIIe siècle en Italie, ce sont des figures viriles. Parce qu'ils se consacrent au chant divin, ils vont ensuite conquérir les scènes d'opéra, et ce sont des gens qui chantent en fait dans aussi tout le contexte de la contre-réforme, et qui chantent pour magnifier en fait le divin. Donc il y a une dimension mystique, et puis même sur les scènes d'opéra, leur rôle, c'est des rôles d'empereurs, de guerriers, c'est vraiment des héros, parce qu'à cette époque, on n'a pas de genré encore la voix, et avec une voix aiguë, on peut avoir, vraiment incarner des personnages extrêmement virils. Et à un moment donné, plutôt à la fin du XVIIe siècle, lorsque ces castrats vont avoir conquis d'une certaine manière les scènes européennes, et notamment à Londres, Paris, etc., et conquis un certain nombre de mélomanes, hommes et femmes, là va véritablement apparaître le problème, puisqu'on va craindre une démoralisation des femmes, puisque ces hommes ne peuvent pas enfanter, donc on peut avoir des relations sexuelles avec eux sans grande difficulté, mais une démoralisation plus large aussi, puisqu'on va voir apparaître le discours qui consiste à dire que l'opération qui les effémine change aussi leur orientation sexuelle. Donc, ça serait des homosexuels en puissance, en quelque sorte, ce qui renvoie à l'idée d'une biologisation de l'hétérosexualité ou de la sexualité en général. Donc, on va voir proliférer toute une série de discours, notamment en France et en Angleterre, autour de ces castrats, donc une poignée d'hommes qui vont poser problème jusqu'à même à Napoléon. Puisque Napoléon, pendant les campagnes d'Italie, va prendre parmi ses premières décisions la décision de fermer les conservatoires de Naples et interdire la castration. Donc on voit que c'est des modèles de virilité italienne d'un côté, française de l'autre, qui sont en train de se construire et qui s'opposent fondamentalement. Donc c'est un des intérêts en fait de ces approches de genre, d'essayer de saisir à partir des groupes là très minoritaires et totalement marginalisés, comment va se construire dans l'espace plus large de l'Europe des Lumières une nouvelle, en fait un nouvel idéal masculin et des nouvelles sensibilités. Et en fait, il n'est plus admissible qu'en Europe, quand dans l'Europe chrétienne, on touche les testicules, en fait, bien sûr des hommes forcément. Et ça va renvoyer, des fois j'ai des problèmes avec le genre, et ça va renvoyer là, tous des imaginaires politiques sur finalement une barbarie qui est celle des Ottomans et plus largement ensuite, qui était déjà celle de l'histoire antique non occidentale en quelque sorte. Donc c'est tous ces liens là qui sont extrêmement intéressants et qui permettent de mesurer des sensibilités nouvelles par rapport à l'intégrité physique notamment. J'arrête. Merci beaucoup, c'est absolument passionnant. Alors je me tourne donc vers Hervé Mazurel maintenant. Donc dans votre ouvrage, vous expliquez comment finalement est investie cette vie psychique profonde, et donc que ce soit au niveau du contrôle des émotions ou du refoulé émotionnel. Et donc est-ce qu'on peut faire une étude genrée de cet investissement de la vie émotionnelle profonde ? Alors, disons que moi, pour juste rebondir, parce que je trouve ça très intéressant autour de la question des genres fluides, la fluidité des genres, ce que Naïma a dit, il y a un livre de Clovis Maillet sur les genres fluides au Moyen-Âge, c'est très très intéressant. Et tout ça pour dire que moi aussi j'ai longuement été, c'est la question du genre m'accompagne depuis longtemps. Au départ, je m'intéressais beaucoup à l'histoire des femmes parce que j'ai travaillé à côté, je faisais mes études auprès de Michel Perrault, Arlette Farge, donc je suis Nathalie de Simone Davis, je suivais un peu tout ça, et ce moment capital où tout d'un coup des gens comme Joan Scott disent ce qu'il faut faire, c'est l'histoire du genre, l'histoire du sexe social, de la construction de la différence sexuelle, de la construction sociale et culturelle. Et ce moment-là, il est vraiment central. Après, moi, j'ai plus travaillé du côté de l'histoire des masculinités, du coup, puisque mes premiers objets, je travaillais autour de la guerre, des expériences de guerre au XIXe siècle. Et ça rejoint ce que disait Naïma à l'instant, c'est-à-dire qu'on voit monter à la fin du XVIIIe siècle. George Mossé, un historien américain que j'aime beaucoup et qui a écrit un livre que je vous conseille, qui s'appelle « L'image de l'homme, l'invention de la vérité moderne ». C'est un des premiers ouvrages sur l'histoire du genre masculin et qui montre très bien justement la montée à ce moment-là d'un type idéal masculin centré sur ce qu'il appelle le
modèle militaro-viril, en gros, avec les guerres de la Révolution et de l'Empire, avec toute une série d'attributs, de valeurs qui lui sont associés, force, courage, sang-froid et j'en passe. Donc les modèles types, c'est le soldat, le citoyen soldat, l'engagé volontaire, le duelliste, bon bref, toute une série de figures idéales, en quelque sorte, de la masculinité, des contre-types, les féminés, comme un standard, une image standard comme ça du bien se construit toujours avec des contre-types. Et donc ça c'est très important. Et comment il raconte comment ce modèle militaro-viril est pérenne pendant près d'un siècle et demi, accompagne le mythe de guerre, la sacralisation culturelle de la guerre en Occident et s'effondre avec les deux guerres mondiales. Lentement, mais comment ce modèle militaro-viril ensuite va faire place, au moment de son effondrement, à d'autres formes de masculinité, surtout à partir des années 60, évidemment les mouvements rock, hippie, les mouvements punk, puis après les mouvements, l'émancipation des mouvements gays et lesbiens, tout ça vient bousculer, bouleverser les identités de genre. Et donc pour en revenir à la psychanalyse, parce que je n'ai pas quitté complètement le navire, justement, moi, c'est une des choses qui est très intéressante aujourd'hui, je commence du fait de ce livre, à rencontrer beaucoup de psychanalystes ou de psychiatres, et notamment la nouvelle génération qui est très ouverte aux questions de genre, mais pendant très longtemps, et jusqu'il y a peu encore, la psychanalyse était totalement fermée, parce qu'il y a tout un héritage freudien, mais aussi lacanien, de l'éternel féminin, de l'éternel masculin. La femme serait toujours... D'abord, le complexe d'Oedipe a été essentiellement pensé depuis le petit garçon. Donc la fille est un garçon en négatif, en quelque sorte, toujours. Que ensuite, toute tout ce que Freud disait sur l'envie du pénis, du féminin, enfin tous ces trucs-là, le complexe d'Oedipe lui-même, c'est plein d'androcentrisme et d'un modèle de patriarcat évident. Et donc aujourd'hui, à un moment où là justement on assiste à une métamorphose des structures familiales, des rapports genrés, à toutes des transformations de fond absolument essentielles, tous les modèles que la psychanalyse avait construits, très androcentrés, sont en train de s'effondrer. Mais ils ne sont pas du coup... on ne peut plus renvoyer un étal féminin ou un étal masculin. Tout ça est en histoire. Tout ça est pris dans des devenirs historiques. Et donc c'est pour ça que les psychanalystes, à un moment ou l'autre, vont devoir penser historiquement et comprendre que les conflits psychiques que rencontrent leurs patients sont évidemment pas les mêmes d'il y a 20, 30 ans et encore moins il y a 50 ans et encore moins au temps de Freud. Elle mourra si elle ne fait pas cette mue-là. Et la nouvelle génération d'analystes en a conscience et s'ouvre de plus en plus aux théories du genre et aux sciences sociales de ce fait-là. Mais c'est peut-être trop tard. Voilà. Merci. Donc Delphine Périti-Courtis, vous avez pas mal parlé des questions de genre, mais voilà, si vous voulez compléter et aller plus loin sur la place de ces différents, en tout cas l'importance des différences genrées dans la construction des stéréotypes raciaux. Alors le genre semble poser problème pour les médecins lorsqu'ils étudient les hommes et les femmes noirs africains parce qu'ils calquent bien sûr dans leurs études leur propre conception du genre, leurs propres normes de genre. Et alors ils considèrent et là aussi il va y avoir un lien dans leurs écrits avec la civilisation, ils considèrent que le dimorphisme sexuel est très peu marqué en Afrique et le dimorphisme sexuel est pourtant un signe de civilisation. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, les médecins vont accentuer ce dimorphisme biologique. Dans leurs écrits, la femme doit être pleinement femme par sa mission maternelle, l'accomplissement de son rôle dans la société. Et alors, un rôle qui était déjà affirmé depuis l'Antiquité, mais il va y avoir une biologisation dans la médecine de ces rôles sociaux et une biologisation du rôle social de l'homme également. Alors, lorsque je me suis intéressée au départ à l'histoire des femmes, et ensuite, dans mes écrits, j'ai élargi donc mes recherches à l'histoire des masculinités également, à l'histoire du genre, tout d'abord parce que c'était indissociable dans leurs études, c'est-à-dire qu'ils traitaient des femmes africaines, mais alors la femme africaine semblait être le premier point dont ils traitaient, c'est-à-dire que l'homme est toujours le type racial par excellence, et l'homme était souvent décrit là en continuité de la description des femmes. Il y a une grande proximité dans leurs écrits entre les corps masculins et féminins, entre l'intelligence masculine et féminine en Afrique, et cela, donc,
je le disais, est un signe pour eux de primitivité, puisqu'il faut que les sexes, qu'il y ait cette différenciation des sexes. Alors ce genre semble troublé, il y a et c'est assez fluctuant entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XXe siècle, selon les finalités, les objectifs qu'ils souhaitent démontrer. C'est-à-dire qu'ils considèrent pendant une grande partie du XIXe siècle que cette race est féminine. Le cerveau des hommes et des femmes serait donc un cerveau conformé de la même manière que les femmes blanches. Donc par ce biais, on infériorise bien sûr donc tout un groupe humain, puisque les femmes sont infériorisées dans la société française. Mais selon alors on considère également, je parlais des cerveaux, que la peau des hommes serait glabre et que cela serait un signe d'arrêt dans l'évolution, puisque les théories évolutionnistes, la doctrine évolutionniste fait son apparition au milieu du XIXe siècle. Donc l'on étudie les corps féminins et masculins à la lumière de ces doctrines scientifiques et des normes de genre qui ont cours dans la société française. On considère que les hommes sont efféminés, donc du fait de leur corps glabre, de la nature de leur cerveau, mais également parce qu'ils mettent leurs femmes au travail. Donc il y a une culpabilisation de ces hommes qui ne travailleraient pas et qui confieraient aux femmes les travaux dans les champs, par exemple des travaux de force qui les viriliseraient. Donc il y a des corps féminins présentés comme des corps virils et donc des corps qui ne sont pas pleinement féminins. Mais en dehors de cette vision d'un genre qui serait troublé et d'une sexualité qui serait prédominante aussi. Alors c'est aussi là-dessus qu'il y a des liens très forts établis entre sexe féminin et sexe masculin, c'est-à-dire que dans la société française, on considère que c'est la femme qui est soumise à ses attributs sexuels. Le sexe est prédominant dans le corps féminin, puisque c'est celui-ci qui va diriger sa mission dans la société en quelque sorte. Mais là, les hommes seraient également dirigés par leurs attributs sexuels. Ils n'auraient réussi à s'affranchir, comme les hommes blancs, de leurs pulsions sexuelles. Ils n'auraient pas réussi à les contrôler. Et cette hypersexualité donc qui régnerait en Afrique va être reprise ensuite par ce préjugé va être repris par les politiques pour légitimer la mission civilisatrice et l'idée que le colonisateur blanc, présenté comme viril, va apporter une autorité et va policer, civiliser ces populations, et notamment dans ce domaine de la sexualité. Mais il y a des périodes pendant lesquelles le genre va retrouver sa place en quelque sorte, c'est-à-dire que les femmes vont être présentées comme des mères excellentes, des mères exemplaires, des modèles pour les femmes françaises, et dans cet ordre, elles incarneraient là l'ordre social et sexuel pleinement accompli. Les hommes, eux, vont retrouver leur virilité lorsqu'il s'agira de montrer l'importance de la force noire. C'est le général Mangin, donc dans les années 1910, qui montre cette importance de la force noire à utiliser dans les guerres européennes notamment, mais également sur le terrain pour la colonisation. Et là, on vante ces corps qui seraient musclés par nature et qu'il faudrait donc peut-être même imiter. Les ouvriers de la société française, par exemple, sont présentés comme étant des hommes dégénérés. Donc l'alcoolisme, notamment, aurait contribué à accroître la dégénérescence de la race française et des ouvriers. Et on présente à ces hommes blancs d'autres modèles. Et là, la virilité de l'homme noir est perçue comme étant exemplaire. Donc il y a, voilà, le genre semble troublé, mais il est parfois, la virilité et la féminité retrouvent leur place lorsqu'il s'agit de présenter des modèles aux hommes et aux femmes de la société française. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors le temps tourne et nous avons quasi parfaitement tenu le temps, donc merci et bravo à vous trois pour ce respect. Voilà, donc je crois qu'on est à peu près dans les temps. Et donc qui dit nous sommes dans les temps, dit la parole va désormais circuler parmi vous, parmi l'audience, pour poser des questions à nos invités. Donc je vous invite tous et toutes à prendre la parole et à interroger nos invités. Un micro est en train de circuler. Merci beaucoup pour vos différentes interventions. Je me demandais quels autres prolongements contemporains, vous les avez déjà un peu esquissés, mais quels autres prolongements par rapport, disons, à la contemporanéité ou à l'histoire immédiate, est-ce qu'on pourrait peut-être esquisser à partir de vos recherches sur les questions des corps et de la sensibilité? Je me disais, il resterait peut-être aussi à faire l'histoire du validisme, de la discrimination des personnes en situation de handicap, avec évidemment Foucault aussi, qui en a déjà parlé sur la psychiatrisation. Mais il y aurait toute une histoire à faire plus largement du handicap et
des discriminations depuis le passé jusqu'à aujourd'hui, où finalement ce n'est pas tant le handicap que le manque d'accessibilité qui discrimine encore les personnes en situation de handicap. Sur la question du racisme, je pense aussi aux travaux du politiste, mais qui est aussi historien, Achille Mbembe, qui a beaucoup écrit sur ces questions de racialisation des corps jusqu'à l'époque contemporaine et jusqu'au néocolonialisme. Donc il y aurait sans doute des linéaments à tracer là aussi. Et par rapport aux questions, disons, de genre et de patriarcat, je pense aussi à une philosophe plutôt qui s'appelle Roswitha Scholz, encore peu connue, qui a écrit un ouvrage intitulé « Le sexe du capitalisme, masculinité et féminité comme piliers du patriarcat producteur de marchandises ». Et dans le premier article de cet ouvrage, qui s'appelle « La valeur, c'est le mal, thèse sur la socialisation par la valeur et le rapport de genre », elle propose toute une histoire de ce qu'elle appelle la dissociation patriarcale de la valeur marchande, où elle étudie le passage, disons, d'anciennes formes de cette dissociation qui était assez rigide, assez traditionnelle, avec une séparation assez forte entre femmes et hommes, mais avec quand même plus de flexibilité ou disons de l'habilité à l'époque médiévale, puis ensuite une forme, disons, encore plus rigide de cette dissociation patriarcale de la valeur jusque, disons, vers la fin du XXe siècle, avec là vraiment une séparation de plus en plus forte au niveau de la binarité femmes-hommes et des discriminations patriarcales à tous les niveaux, sensibilité, matérialité, répartition des tâches, etc., et discrimination, violence de genre, etc. Et aujourd'hui, elle parle en fait d'une flexibilisation de cette dissociation de la valeur marchande, une flexibilisation de cette dissociation patriarcale avec justement la question de la fluidité des identités de genre qui, bien sûr, est de plus en plus prégnante aujourd'hui, mais qui n'abolit pas pour autant les discriminations patriarcales. En fait, elles existent toujours malgré cette flexibilisation. Donc, je pense qu'il y aurait des dialogues très intéressants aussi avec les historiens à créer par rapport à cette philosophe aussi. Voilà, merci. Alors, merci pour cette question, longue question. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous une volonté pour réagir, répondre et rebondir sur ce qui a été dit? En fait, je suis surtout très intéressé par ce que vous venez de dire et je voudrais bien réentendre le nom de la philosophe que je ne connais pas. Roswitha Scholz, ok. C'est quelque chose auquel j'ai pas suffisamment réfléchi dans le livre, hein, les rapports au capitalisme notamment. Hein. C'est vraiment un champ dans lequel je suis totalement... il y a tout à faire. Voilà. Mais par contre, je suis très preneur de la lecture que vous venez de faire et du coup, j'irai voir de près. Et pour répondre juste à votre première remarque sur le handicap, il y a énormément de choses à faire dans le champ, évidemment. Alors, l'histoire du corps, je pense que ça a été parlé, mais du côté de l'histoire des sensibilités, de tout ce que ça suppose. L'histoire des sensibilités, c'est à la fois l'histoire des perceptions sensorielles, mais aussi des désirs, des émotions, des sentiments, si on est un peu par étage, si vous voulez. Il y a énormément de choses qui pourraient être faites et qui n'existent pas. Hein. Je pense que c'est un champ d'études à ouvrir complètement. Et si jamais vous y pensez, je ne sais pas si vous faites des études d'histoire, mais de philosophie. D'accord. Merci pour vos remarques. À propos du handicap, je rebondis sur la question de la douleur. J'ai eu des réactions à la suite de la lecture de mon ouvrage de personnes qui travaillaient dans des IME notamment et qui m'expliquaient que ce rapport à la douleur était assez similaire, c'est-à-dire que l'on considérait que les handicapés ne ressentaient pas la douleur, les handicapés mentaux notamment. Mais voilà, et ils me questionnaient, ils s'interrogeaient en fait sur des prolongements possibles autour de cette question de la douleur et du rapport entre le handicap et la douleur, parce qu'ils trouvaient beaucoup de similitudes dans l'ouvrage avec ce qu'ils pouvaient percevoir dans leur quotidien, dans les pratiques et dans les représentations que certaines personnes, même dans le corps médical, pouvaient avoir, chez les soignants, pouvaient avoir sur les handicapés. Et merci, oui, pour Achille Mbembe, bien sûr. Donc c'est un auteur fondamental pour moi. Et alors moi, effectivement, mes recherches s'arrêtent au milieu du XXe siècle, mais je tente de prolonger simplement avec un chapitre sur les survivances dans la société actuelle de ces constructions raciales, et notamment dans des discours politiques parfois, ou dans les médias, ou sur les réseaux sociaux, de préjugés qui semblent parfois anodins et même ancrés dans un inconscient collectif, mais qui sont de véritables constructions scientifiques, sociales, et qu'il faut aujourd'hui déconstruire. Merci. Naïma, vous voulez réagir? Oui, peut-être deux mots. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les permanences des questions femmes, médecine, genre aujourd'hui, mais peut-être davantage sur la question si je reste sur les castrats, des questions queer
qui renvoie à cette question de fluidité. En fait, quand j'ai commencé à travailler sur les castrats, j'étais très étonnée de voir à quel point il y avait une actualité autour des castrats, à la fois dans le champ musicologique, culturel, on voit beaucoup de romans qui sortent autour des castrats, mais aussi dans le champ scientifique, donc plutôt là anglophone, où les castrats sont considérés comme des personnes queer. Ce qui pour moi n'est pas si évident, enfin du moins je me pose la question, je considérais plutôt qu'ils ont des corps queer, c'est-à-dire considérés comme étranges. D'ailleurs, le mot queer, il apparaît dans la société anglaise du XVIIIe siècle, et c'est vrai que si on prend queer, étrange, défie la binarité sexuelle, ils rentrent tout à fait dedans. Mais aujourd'hui, dans la façon dont on se réapproprie la figure des castrats, pour en faire notamment une icône gay, et je pense par exemple au livre de Dominique Fernandez, Porporino, il y a quand même une question qui se pose, qui rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que derrière la castration, pour certains, il y a l'idée d'un efféminement et donc d'une homosexualité, donc d'une biologisation de l'orientation sexuelle qui, à mon sens, pose problème. Et en fait, il y a des recherches à faire effectivement sur les figures modernes, médiévales, antiques de la fluidité de genre. Parce que si on se réapproprie aujourd'hui les castrats comme des personnes queer à proprement parler, c'est-à-dire qui se seraient réapproprié le stigmate, hein, on est dans une dimension politique quand on parle de personnes queer, ce qui n'est pas forcément le cas dans ce que je vois dans mes archives, ça veut dire que ça traduit le fait que finalement il n'y a pas d'histoire des minorités sexuelles et qu'on est obligé de tâtonner pour aller chercher des figures qui rappellent une forme de travestissement, parce que les castrats se travestissaient, une forme d'efféminement, et en tout cas, effectivement, il y a un grand champ encore ouvert pour l'histoire des femmes à barbe, pour l'histoire des castrats, pour l'histoire de tous ces gens qui défient la binarité et qui sont dans ce qu'on pourrait appeler plus largement la fluidité de genre, effectivement. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Ça marche? Tant mieux. Bonjour. Moi, je voulais revenir, parce que vous avez parlé il y a quelques minutes de la question de l'armée et de la masculinité, et sur la construction virile des hommes à travers l'armée, notamment à travers la conscription. Et parce que moi, je suis en master d'histoire contemporaine. L'année dernière, j'ai fait un exposé sur l'armée et la masculinité. Et je me suis servi du livre d'Odile Roinette sur conscription et armée de la fin du 19e au début du 20e. Bon pour le service. Et oui, voilà, Bon pour le service, qui est un livre absolument très intéressant. Et je voulais revenir à travers ça sur le suicide, par rapport à Durkheim, qu'il mobilise concernant les statistiques de suicide par rapport aux hommes dans le civil et aux hommes qui sont dans l'armée. Et puis il y voit une surdimension du suicide dans l'armée. Il me semble qu'en Autriche, c'est autour de 10% de plus, et en France, c'est autour de 2%. Et je voulais savoir si vous aviez, dans vos différentes recherches, au-delà de la question de l'armée et de la masculinité, étudié la question du suicide concernant la douleur et les sensibilités, et la question de la douleur psychique qui amène au suicide à travers l'histoire. Sacrée question. J'aimerais pouvoir vous répondre. Très bonne question, j'aimerais pouvoir vous répondre. Malheureusement, et je pense que le livre de Durkheim est tellement célèbre, tellement imposant, tellement que... je ne connais pas encore d'historien des sensibilités qui soit vraiment confronté à la question du suicide. Et est-ce que vous faisiez un lien justement entre la dureté de la vie dans les casernes? C'est ça que vous décriviez. Donc le livre de Odile Roinette, c'est après la défaite dans la guerre franco-prussienne, une volonté d'endurcir les corps des soldats français avec des règlements extrêmement stricts, une espèce de disciplinarisation très forte du corps des soldats. Et vous faisiez un lien en disant il y a plus de suicidés chez les militaires que dans les civils,
dans la période qui court de 1870 à 1914, hein, c'est ça? Je n'ai pas du tout, pour le coup, de modèle d'explication. Je ne crois pas qu'elle n'en parle non plus. Je sais pas, le livre, je l'ai lu il y a presque 20 ans, alors je ne saurais pas, ça commence à remonter. Mais il y a, à mon avis, quelque chose à faire, vraiment. Voilà, je vous invite à lire un autre livre qui pourra vous intéresser, qui est un peu sur des questions relativement proches, d'un ami qui s'appelle Thomas Dodman, qui s'est intéressé à la question des univers militaires, mais il crée un livre sur la nostalgie. Alors la nostalgie, on sait ce que c'est nous aujourd'hui, mais la nostalgie dans le premier du 19e siècle, c'est une forme de mal du pays. Et il a utilisé cette nostalgie chez les soldats français qui se sont engagés dans la conquête de l'Algérie dans les années 1840, 50, 60. Et de manière très surprenante, on découvre qu'il y a autant de morts de nostalgie parmi les soldats français que du typhus ou d'épidémies locales. Qu'est-ce que c'est que cette nostalgie? C'est un mal du pays. On n'imagine pas qu'on puisse en mourir, mais et en plus les médecins militaires étaient très inquiets de la contagiosité de ce mal. Hein, ça a commencé par une forme mais si le mot est un peu anachronique, mais de dépression, une espèce de. Donc au départ c'est vraiment une souffrance psychique. Et puis petit à petit, voilà, ça devient physiologique et beaucoup de soldats français sont morts de ce mal-là. Le livre est absolument étrange et fascinant à la fois. Et ce qui est très surprenant, c'est que ceux qui mouraient en priorité, c'était des soldats originaires de régions enclavées. Massif central, Alpes, Pyrénées, Bretagne. Pourquoi ? C'est une vraie question. Une des hypothèses pourrait être que ces gens-là vivaient à l'époque, dans la moitié du 19e siècle, dans un monde qui était à 10 km ou 20 km à la ronde autour de leur village. Et donc il y avait une nostalgie très forte de ces communautés chaleureuses, originelles qui étaient les leurs, et transplantées au loin, c'était très loin l'Algérie pour ces hommes-là à l'époque. Ils dépérissaient à la fois psychiquement et physiquement. Ça pourrait être un élément. Et ça dit quelque chose des seuils de tolérance, enfin des seuils de tolérance à la souffrance psychique. Et voilà, c'est une proposition de lecture que je vous donne parce qu'il y a des choses très intéressantes ici à penser. Mais ça répond pas du tout à la question du suicide que vous me posiez tout à l'heure. Et j'en suis désolé. J'ai un peu honte. J'ai voulu détourner l'attention avec ce récit. Voilà. J'espère que vous me pardonnerez. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Bonsoir. Je suis en études de sociologie et d'art plastique, donc je suis très heureuse que la question de la contemporanéité de vos propos ait été posée précédemment. Par contre, j'en avais une deuxième, et c'est à vous, Hervé, que je vais la poser. En première année de sociologie, j'ai entendu parler de la notion d'infraconscient évoquée par Jean-Claude Kaufmann dans son livre Ego. Ayant des études d'art plastique à côté de cela, j'ai tout de suite fait le rapprochement avec la notion d'inframince de Marcel Duchamp, qui dit le geste moindre. Et donc, en fait, je voulais savoir si vos études autour de l'inconscient, vous aviez été amené à penser cette notion d'infraconscient, qui est une notion qui m'a marquée, mais qui soulève en moi beaucoup d'interrogations. Je voulais savoir si vous aviez des précisions. Décidément, j'ai le droit à des questions extrêmement difficiles, mais je vous en remercie. La question simplement j'ai hésité d'ailleurs à donner ce titre, l'inconscient. Évidemment, ça parle tout de suite à tout le monde et on pense à la psychanalyse. Mais même ce qui est très surprenant, c'est que même la notion d'inconscient chez Freud ne cesse d'évoluer. Même souvent, dans les débats qu'on a avec les psychanalystes, on ne sait plus de quel inconscient freudien on parle. Au départ, Freud, en 1915, définit l'inconscient comme le refoulé. Essentiellement ce qui est refoulé. Et puis donc là, ça devient un substantif. Et puis après, il n'utilise plus du tout le mot inconscient comme un substantif, comme un nom. Ça ne devient plus qu'un adjectif. Et il y a une deuxième, vous savez, il y a une deuxième, ce qu'il appelle la deuxième topique. Donc une topologie de ça, voilà, et il y a le ça, le moi et le surmoi. Et l'inconscient, en fait, il est surtout autour du ça, c'est-à-dire du réservoir pulsionnel, du centre pulsionnel, mais il y a aussi de l'inconscient dans le moi et de l'inconscient dans le surmoi. Donc on s'y perd un peu. Et à la fin de sa vie, et c'est de Laplanche et Pontalis qui le disent, c'est quand même donc le grand dictionnaire de psychanalyse, il dit la notion d'inconscient chez Freud, c'est complètement effrité. Et
Alors, l'infraconscient, ce n'est pas une notion qu'on voit beaucoup chez les psychanalystes. Mais après, ça va débattre beaucoup, par exemple, dans la manière dont Lévi-Strauss va à la fois été très marqué par Freud, il va dire, mais ce que décrit Freud, ce n'est pas l'inconscient, c'est le subconscient. Dans le subconscient, il y a des affects, en effet, il y a des émotions fortes, il y a des souvenirs traumatiques, etc. Mais l'inconscient, c'est autre chose. L'inconscient est vide, dit-il, c'est le lieu de la fonction symbolique. Donc il intéresse vraiment l'anthropologie structurale. Vous voyez comme quoi déjà rien qu'au niveau de la... Après, il y a chez les sociologues, l'inconscient social. L'inconscient social, c'est surtout celui qui s'exprime sous la forme de l'habitus, c'est-à-dire des façons de penser, d'agir et de sentir que nous avons intériorisées, incorporées durant notre socialisation infantile. Et puis il y a l'inconscient culturel des anthropologues qui s'intéressent au façonnement de la personnalité psychique par la culture environnante. Tout ça pour dire quoi? Qu'à la fin on s'y perd. Pourquoi? Du fait de la pluralité, si vous voulez. Alors, les psychanalystes nous ont mis la notion d'inconscient sous les yeux, mais finalement nos carcans disciplinaires ont fait que chacun travaille sa petite portion de vie inconsciente. Généralement en disant, voilà, le plus important quand même dans notre vie psychique, c'est l'inconscient social, c'est l'inconscient culturel. Et un des efforts du livre que j'ai essayé de faire, c'est de dire, parce que dans les années 70, c'est Boltanski notamment qui dit ça, le mot d'inconscient servait de mot de passe, sauf que personne n'utilisait la même définition du mot inconscient. Et puis inconscient, subconscient, préconscient, infraconscient, tout ça c'était très vague. Et donc ce que j'ai essayé de faire, je ne sais pas si j'y réussis, mais c'est de dire au fond, dans la psyché, dans notre psyché individuelle, il y a pas, on ne peut pas segmenter ce qui serait l'inconscient social, l'inconscient culturel, l'inconscient individuel, idiosyncrasique si vous voulez. Ça n'est qu'un seul inconscient. Il faut juste qu'on apprenne à le regarder tous ensemble, à regarder, c'est-à-dire l'inconscient de... Qu'est-ce que c'est au fond que l'inconscient, comme j'essaie de l'exprimer? C'est cette forme, cet étranger de l'intérieur qui nous fait agir à notre insu, en quelque sorte, en deçà de la conscience. C'est une activité psychique souterraine qui nous fait agir à notre insu. Mais dedans, il y a beaucoup de social, beaucoup d'histoire, et beaucoup aussi de notre trajectoire individuelle, de notre histoire familiale, mais pas seulement. J'essaie de montrer que notre inconscient, il est sociologiquement et anthropologiquement structuré. Donc voilà, tout ça pour dire que il y a un travail énorme encore à faire, je ne suis pas sûr d'y avoir ici, mais pour arriver à parler de la même chose, en fait, et à ne pas segmenter, du fait de nos carcans disciplinaires, ces différentes formes d'approche. Alors, est-ce que c'est l'infraconscient? Je ne sais pas comment le définissait Jean-Paul Kaufmann, ça me dit quelque chose, mais là aussi, c'est une lecture que j'ai faite il y a longtemps. Alors, je ne sais pas s'il en est une définition, si vous avez en tête. En tout cas, je ne m'aventurerai pas du côté... malheureusement, j'aimerais bien vous suivre du côté de... c'est Marcel Duchamp, c'est Duchamp que vous évoquiez, mais alors là, je ne peux pas. Je suis désolé. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a un travail de mise en commun. Le livre voulait inviter la psychologie sociale, les psychanalystes, les anthropologues, les historiens et d'autres, les sociologues, aux frontières de nos disciplines pour penser l'inconscient de nos pratiques, en fait. Voilà. Il y a un travail là collectif à fournir pour s'entendre un peu sur tout ça. Je lui ai répondu encore de travers, mais voilà, c'est décidément ça. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question, oui. S'il y en a d'autres, on va en prendre. Vraiment un grand merci pour vos échanges et vos discussions, parce que je trouve que c'était très fluide. On a parlé de fluidité de genre, mais là c'était vraiment très fluide et c'était un vrai plaisir de vous écouter à tout point de vue. Donc vraiment merci. Alors il a été question de sensibilité et vous avez montré chacun que il y a des discours qui ont tendance à présenter certains corps, le corps de la bourgeoisie, dès qu'on se détache de la nature, comme plus sensible à la douleur. On a parlé de la douleur. Alors j'aimerais qu'on parle du plaisir. Bon, je sais que c'est pas très guillotine, mais c'est-à-dire, est-ce que le discours va aussi en disant, je sais pas, par exemple ces femmes noires ou voilà, les femmes robustes de la paysannerie, est-ce qu'on dit aussi que quand elles prennent du plaisir, c'est plus fort, plus intense? Ça va être très bref. Pour l'époque moderne et jusqu'à très récemment, on ne parle pas du plaisir féminin. Juste une indication bibliographique. Je crois qu'Alain Corbin, dans l'harmonie des plaisirs, ça s'appelle, je crois, le sous-titre, c'est en gros, c'est sur la vie sexuelle avant Freud, donc la fin 18e, début 19e.
L'harmonie des plaisirs, oui, c'est ça, l'harmonie des plaisirs. Voilà, là, pour le coup, les médecins ont commencé à s'intéresser beaucoup à la jouissance féminine et à la décrire. Et je crois qu'il y a justement ce genre de préjugés, de représentation dominante voilà, du plaisir qui serait plus animal dans les milieux paysans, par exemple. Voilà. Je crois qu'on retrouve ça, voilà, comme discours. Peut-être tu connais peut-être cette question. Alors au XIXe siècle, il y a une découverte médicale qui tend à prouver, qui prouve qu'il n'y a pas de rapport entre l'ovulation et le plaisir féminin. C'est-à-dire que les femmes peuvent féconder sans avoir donc du plaisir. Et à partir de là, alors le plaisir n'était déjà pas beaucoup questionné ou évoqué à l'époque moderne, mais à partir de là, il est totalement condamné. C'est-à-dire qu'il n'est plus utile à la procréation, donc il devient dangereux. Et alors, il est condamné pour les femmes de la société française notamment, mais c'est aussi pour cela qu'il va y avoir des discours très nombreux sur la sexualité des femmes d'autres populations et des discours. Alors, il ne s'étale pas sur le plaisir féminin, mais il y a effectivement l'idée que ces femmes sont plus lascives et qu'elles prennent du plaisir avec les hommes blancs notamment. Voilà, et c'est pour cela que l'on met en garde les hommes blancs, les colons qui se rendent dans les colonies, on les met en garde de ces tentations, face à ces tentations féminines, face à ces femmes qui seraient lascives et qui n'auraient aucune vertu. Enfin, par exemple, la vertu de la virginité ne serait pas connue en Afrique. Et voilà, donc il n'y a pas de description. J'ai rencontré quelques descriptions assez précises, mais de médecins qui ne sont pas tout à fait reconnus dans la communauté scientifique, puisqu'ils s'égarent assez largement dans leurs écrits, et notamment sur ces distinctions du plaisir féminin et des femmes dans diverses populations. Mais d'une manière générale, il y a cette idée d'une plus grande prédisposition à la sexualité, et donc de manière peut-être indirecte d'un rapport différent au plaisir. En tout cas, beaucoup moins d'entraves et beaucoup moins de tabous. Voilà. Alors, elles sont jugées pour cela, mais c'est aussi pour ces médecins qui se rendent dans les colonies à la fois une peur, mais certains décrivent aussi cela comme une forme de libération. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. La soirée se termine. Elle a la possibilité de se prolonger par des questions à l'extérieur. Et d'ailleurs, les livres sont en vente sur les tables à l'extérieur. La Histoire à venir se prolonge demain. Et vous pourrez d'ailleurs revoir chacun de nos invités, mais dans leur domaine spécifique et autour de leurs travaux spécifiques. Alors, pour Naïma Hanafi, demain matin à la librairie Fleury à 11h. Ensuite, pour Delphine Peretti-Curtis, je crois que c'est demain à 14h à la librairie Ombre Blanche. Et pour Hervé Mazurel, c'est à 16h, toujours à la librairie Ombre Blanche. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Il s'agissait d'un débat autour de la thématique « Le sensible incarné, de l'histoire du corps à celle des sensibilités », enregistré au Théâtre Garonne vendredi 24 septembre 2021, lors du dernier festival L'Histoire à venir. Il réunissait les historiens et historiennes Naïma Hanafi, Delphine Peretti-Curtis et Hervé Mazurel. Naïma Hanafi est l'autrice de l'ouvrage « Le frisson et le baume, expérience féminine du corps au siècle des Lumières » aux presses universitaires de Rennes et de l'arnaque à la nigériane, spam, rapports postcoloniaux et banditisme social, paru aux éditions Anacarsis. Delphine Peretti-Curtis a publié son premier livre cette année, Corps noir et médecin blanc, la fabrique du préjugé racial, 19e-20e siècle, aux éditions La Découverte, et Hervé Mazurel a fait paraître récemment également aux éditions La Découverte, Caspar l'Obscur ou l'Enfant de la Nuit, essai d'histoire abyssale et d'anthropologie sensible. Réalisation Radio.